En 1877, Alphonse Pinard, un explorateur français, accoste sur une île. Alphonse, il est passionné par les civilisations du Nouveau Monde. Et à cette époque, il navigue d'île en île pour accumuler des trucs. Grossièrement, c'est ce qu'il fait. Au fil de ses voyages, il charge à son bord des objets en tout genre et des corps qu'il a retrouvés sur place. Alors, si aujourd'hui Alphonse nous paraît complètement timbré à aller se servir comme ça dans la culture des autres, lui, il considère que la collecte d'objets et d'humains décédés, c'est un moyen de préserver la culture d'un peuple jugé en voie d'extinction. Et la population de l'île sur laquelle il vient d'arriver semble suivre ce triste chemin. Elle n'est peuplée que d'une centaine d'habitants. Alors il la quitte avec à son bord des artefacts et des restes humains qui rapportent à Paris, au Musée de l'Homme, un centre de recherche majeur à cette époque-là en ce qu'on appelait l'anthropologie physique. Cette île qu'Alphonse vient de quitter, c'est l'île de Pâques. Un minuscule bout de terre au sud-est de l'océan Pacifique, littéralement minuscule, on peut faire le tour de l'île à vélo dans la journée. On parle d'un îlot de quelques kilomètres carrés, éloigné de tout comme il en existe des milliers dans le Pacifique. Et pourtant, au milieu de tous ces noms, un seul résonne, l'île de Pâques. Tout le monde connaît ces statues, les Moai, et beaucoup connaissent l'histoire tragique du peuple qui l'habitait. Un exemple fascinant du jour où l'humanité s'est auto-détruite. Ces dernières années, la communauté scientifique a soutenu dans plusieurs publications la thèse d'un suicide culturel induit par une crise écologique. Alors évidemment, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, une histoire comme ça, elle résonne, mais laissez-moi vous la raconter. Autrefois, Rapa Nui, le nom autochtone de l'île de Pâques, abritait une civilisation florissante. L'île volcanique était ornée de forêts, ses eaux étaient pleines de poissons, ce qui permettait à la population de croître et de développer sa culture. Et à ce moment-là, il se passe un truc qui crée tout le mystère autour de cette île. Donnez-moi une seconde. Ouais, parce que c'est à cette époque-là qu'apparaissent les Moai, ces mythiques statues construites dans la roche volcanique qui pouvaient à l'époque atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Ils sont tous tournés vers l'intérieur de l'île et ils représentent les ancêtres qui veillent sur leur descendance. Mais bon, on n'est pas là pour parler des statues, mais de ceux qui les ont construites et surtout de leur triste sort. Pour ériger des centaines et des centaines de statues de plusieurs tonnes, il a fallu des ressources considérables, des ressources humaines. Et ça nous raconte que les Rapa Nui étaient nombreux, entre 15 et 20 000 avant l'an 1600. Chaque clan cherchait probablement à construire la plus grande statue pour asseoir sa supériorité. Le truc, c'est que pour transporter ces colosses, il faut les transporter sur des rondins de bois. Ajoutez à ça le bois pour chauffer et toutes les autres constructions, on en arrive à un point où les ressources en bois ne se régénèrent pas assez vite pour subvenir aux besoins des habitants. Et on rappelle qu'on est quand même sur une île de seulement 160 km². Cette course à la démesure rase l'île de ses arbres. Sans arbres, les sols perdent leur protection et s'érodent, on ne peut plus cultiver ni construire de pirogues pour aller pêcher, et tout l'écosystème dont dépendent les Rapa Nui est déréglé. Les ressources s'amenuisent et avec ça, les tensions sociales augmentent, les clans autrefois pacifiques entrent en guerre et comme un symbole de l'effondrement de la civilisation Rapa Nui, les Moai sont renversés et même brisés pour certains. En surconsommant les ressources de l'île, les Rapa Nui ont précipité leur chute et Jared Diamond, un géographe et biologiste américain, popularise aux yeux du grand public dans son livre Effondrement l'idée d'un suicide écologique. Dans son best-seller, il raconte comment une société organisée sur une île aux ressources florissantes a précipité sa propre chute. Sauf que en fait, Jared, il est complètement à côté de la plaque. La recherche de l'époque est ancrée dans des biais et en fait, pour la faire très large, on se demande comment 15 ploucs en slip au milieu de l'océan ont pu ériger des tels édifices. Les scientifiques occidentaux ont sous-estimé la capacité d'une civilisation coupée du monde à construire une culture riche. Et pour comprendre ce qui s'est vraiment passé sur l'île de Pâques, il faut retourner en 1877. Souvenez-vous, Alphonse ramène en France des corps volés sur l'île de Pâques et il les laisse au Musée de l'Homme. Eh bien, ce sont ces corps, ces restes de Rapa Nui qui patientent depuis des années dans les locaux du Musée de l'Homme, qui vont nous apprendre le véritable destin de leurs semblables. Mais attendez, avant ça, regardons comment est-ce qu'on est arrivé à cette théorie. La construction du scénario de l'écocide commence dans les années 80, lorsque les archéologues John Fenley et Paul Bann réalisent des analyses paléobotaniques pour étudier les pollens présents dans les sédiments de l'île. En fait, ils cherchent des grains de pollen piégés dans le sol il y a des centaines d'années. Et les gars découvrent ça.
Bon, j'imagine que la grande majorité d'entre vous n'est pas paléobotaniste, donc je vais vous dire à qui appartient ce pollen. Le palmier de l'île de Pâques. Et s'ils sont là, c'est qu'à l'arrivée des Polynésiens sur l'île, en fait, elle était couverte de ces palmiers. Donc à partir de là, les gars se disent, bon, on avait une maxi-forêt, maintenant, il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'ils ont foutu les couses? Et c'est là qu'ils se penchent sur la surexploitation des ressources. À partir de ces observations, ils construisent une hypothèse théorique qui, sur le papier, paraît assez logique. Paul Ban n'a jamais eu l'occasion de faire des fouilles pour confirmer sa théorie. Donc forcément, il reste des zones d'ombre. Et dès qu'il y a des zones d'ombre, surtout dans une histoire qui est aussi populaire, chacun y va de sa théorie. De plus en plus de personnes adhèrent à des thèses infondées scientifiquement, comme l'existence d'une civilisation très ancienne et très développée, ou d'autres avancent l'idée que le peuple de l'île de Pâques aurait reçu la visite d'extraterrestres. Et en fait, en développant ces théories, on reproduit les biais d'Alphonse Picard. À nouveau, on rentre dans une pensée néocoloniale, on part du principe que ce peuple n'a pas pu tout seul développer ces trucs-là. Non, c'est pas possible qu'ils aient à 2000, 3000, 4000 individus organisé le travail, créé une société stable et construit ça en développant un savoir-faire. Non, forcément, il y a eu une aide extraterrestre, une civilisation perdue, un truc un peu vaseux. Et en fait, on applique vraiment notre vision occidentale sur la compréhension de l'histoire d'un peuple à l'autre bout du monde. Mais au fil des recherches, les réponses à ces questions vont se préciser. Petit bout par petit bout, les chercheurs vont reconstruire l'histoire de cette civilisation pour déterrer le mystérieux récit de ce bout de terre perdu dans le Pacifique. Alors, comment on fait pour voyager dans le passé? On pourrait parler du jour où une équipe d'archéologues s'est servie d'images satellites couplées à de l'intelligence artificielle pour découvrir que les surfaces cultivées par les Rapa Nui ne permettaient pas de nourrir plus de 4000 personnes. On est loin de la civilisation de 20 000 personnes dont parle Jared. Mais on va plutôt parler d'une autre technique qui a vu le jour en 2010 et qui nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur ce qui s'est passé. Enfin, je dis 2010, mais l'histoire commence en 1980, lorsqu'une équipe de l'Université de Californie se dit « Tiens, et si on séquençait l'intégralité du génome humain ?» C'est vraiment un défi colossal, on leur donne 15 ans et 3 milliards de dollars. Je vous la fais courte, mais en 2003, 2 ans avant la deadline, le projet est achevé, et aujourd'hui, ça coûte environ 1000 $ de séquencer un génome humain. Ouais, tout est allé très très vite. Cette cartographie génétique, elle nous a permis de comparer notre génome à celui de d'autres espèces pour mieux comprendre les processus évolutifs. Puis là, notamment, on se dit « Attendez, si on peut faire ça chez les vivants, pourquoi on pourrait pas le faire chez les morts ?» C'est notamment la thèse d'un professeur danois qui s'appelle Eske Willerslev, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs. Il se rend compte que c'est pas facile parce qu'avec le temps, l'ADN se dégrade, donc il y a des défis à relever, mais s'il y arrive, alors l'ADN ancien ouvre un champ des possibles qui est immense. Et en 2010, les premières séquences d'ADN d'humains anciens ont été publiées. Dans les années qui suivent, on analyse l'ADN de tout plein d'ancêtres dans plein d'endroits dans le monde, celui d'un mammouth laineux vieux d'1,6 million d'années et celui de corps volés sur une île du Pacifique et ramenés en France. L'ADN, c'est notre information génétique, notre carte d'identité, une succession de milliards de bases azotées dans un ordre précis qui nous définit. Bon, alors on le sait, l'ADN permet de retrouver ses parents, ses grands-parents, mais comment est-ce qu'on fait pour écrire une histoire sur des dizaines, des centaines de générations? En fait, notre génome, c'est un puzzle de tout notre arbre généalogique. Le truc, c'est que plus on grimpe haut dans cet arbre, et plus la place que prennent nos ancêtres est minime. Parce qu'en fait, à chaque génération, tu as des modifications et des erreurs qui viennent se glisser en plus de l'ADN de nos parents, et donc, au fur et à mesure des générations, on perd la trace de nos ancêtres lointains. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de corps qui croupissent au musée de l'homme depuis plus d'un siècle? Qu'est-ce que ces 15 gars peuvent nous apprendre sur ce qui s'est réellement passé sur l'île de Pâques? C'est en épluchant cet article qui a fait la une de Nature le mois dernier qu'on va le savoir. Les chercheurs ont commencé par déterminer l'âge des corps pour les replacer dans une timeline à l'aide d'une datation au carbone 14. Ils sont nés après 1600, après le supposé effondrement. Donc c'est très intéressant, on va y revenir. Ensuite, et c'est là qu'on va rentrer dans le dur, on va prélever des bouts d'os ou de dents pour séquencer leur génome. Très concrètement, moi je l'ai vu, tu prends une espèce de micro-perceuse pour faire un micro-trou dans une dent et tu récupères cette poudre pour essayer d'en extraire l'ADN. Et là où c'est technique, c'est qu'il faut surtout pas contaminer cet ADN parce que là, tu as des toutes petites traces d'ADN abîmées. Toi, tu arrives, si tu as un cheveu et toutes ces cellules, toute cette ADN qui arrive dedans, en fait, quand tu vas séquencer ta dent, tu vas juste te retrouver avec l'ADN de la personne qui l'a manipulé. Donc je me rappelle, dans le labo, tu dois mettre des tonnes de protection, ça met au moins 20 minutes juste de se préparer à rentrer dans le laboratoire. Une fois que la séquence génétique est obtenue, les chercheurs se plongent dans cette mine d'or d'informations pour découvrir ce que ces corps ont à nous dire. Et tout le travail qui en suit, c'est ce qu'on appelle de la biologie computationnelle, c'est du travail mathématique, et essayer de faire beaucoup de statistiques
pour rapprocher cette séquence de d'autres séquences. Déjà, il faut s'assurer que les corps qu'on a là sont bien des Rapa Nui. Bah ouais, ça fait des années que les corps sont au musée, et puis même avant ça, Alphonse a visité plein d'îles et ramené plein de trucs de partout. Bref, il faut qu'on soit sûr. Alors ils ont comparé ces génomes à celui de plein de populations autour du monde pour découvrir laquelle était la plus proche d'eux. Et bingo, le meilleur match est avec celui des Rapa Nui actuels. Du coup, on peut rentrer plus en détail et se plonger dans le passé de l'île. Et les chercheurs, ils découvrent une étonnante diversité génétique. Je vous dis étonnante, parce que s'il y avait vraiment eu un effondrement sur l'île de Pâques, alors on ne retrouverait que peu de diversité génétique après cet effondrement présumé en 1600. Tous ceux qui sont nés après 1600 seraient tous plus ou moins cousins. Et là, c'est pas le cas. Les 15 Rapa Nui qu'on a étudiés n'ont pas un grand nombre d'ancêtres en commun. Il n'y a pas eu de goulot d'étranglement génétique, comme l'appelle l'équipe de chercheurs. On se rend compte que malgré le changement d'environnement, la population de Rapa Nui était résiliente. Et d'ailleurs, c'est dans le titre du paper. Et puis finalement, même si la civilisation Rapa Nui à un moment a diminué, il semble que ce soit plus du fait des pathogènes introduits par les explorateurs européens. Des étrangers qui débarquent avec des maladies inconnues des défenses immunitaires des Rapa Nui, forcément, ça fait des ravages. Ajoutez à cela des raids d'esclavagistes qui viennent capturer les hommes en capacité de travailler, pas facile pour une si petite communauté de se relever. Et par cette histoire, l'équipe suisse et danoise, l'idée par Victor Moreno-Maillard et Anna Sapfo-Malaspinas, a non seulement écarté l'hypothèse de l'écocide, mais aussi éclairci l'histoire du peuple de l'île de Pâques. Par exemple, ils ont montré qu'il y avait eu des contacts avec des populations sud-américaines dès le XIIIe siècle. On est carrément loin des sauvages qui vivent en slip sur leur île. Et puis surtout, contrairement à tous ceux qui les ont précédés, il y a quelque chose qui fait toute la différence. Ils ont travaillé en collaborant avec les populations, notamment en créant une conversation à travers le musée de l'île de Pâques. En 2021, je donnais des ateliers de vulgarisation au département de biologie computationnelle à l'université de Lausanne, quand j'ai été approché par Anna. Et elle avait une demande très particulière. Il fallait que je parte au Danemark pour produire une vidéo qui alimenterait cette discussion. À l'époque, les corps sont à Paris, et la population est globalement de mauvaise humeur qu'on touche à des corps qui n'ont rien à foutre là-bas. Alors, il faut parler, il faut expliquer le projet, et surtout, il faut comprendre ce que eux attendent. Mais comment on parle d'un sujet aussi technique à une population qui est si distante, autant physiquement que culturellement? Ben, c'est jamais parfait, mais on fait de son mieux et on le fait en espagnol. Hola, yo soy Víctor y soy un genetista en la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Et puis, lentement, on a mis sur pied une courte vidéo avec une question. Que voudriez-vous connaître sur le passé de votre peuple? La vidéo est projetée au musée de l'île de Pâques, et c'est de cette réflexion qu'est né ce papier. Certes, ces corps ont été volés, mais maintenant que c'est le cas, autant en profiter pour faire de la recherche comme une forme de réparation. Et 3 ans plus tard, Anna, Victor, Barbara, Siné et tous leurs autres collègues que je n'ai pas eu la chance de rencontrer faisaient la couverture de Nature en ouvrant ainsi la porte vers le rapatriement des corps vers l'île de Pâques. Alors non, la civilisation Rapa Nui ne s'est pas autodétruite. Elle a certes fait face à un changement assez brutal d'environnement, mais elle a su s'adapter. Et cette étude apporte de nouveaux éléments de réponse, mais surtout, pour la première fois, on raconte l'histoire des Rapa Nui pas seulement par le regard des Occidentaux. Einstein disait que la vérité scientifique est quelque chose de relatif et non d'absolu. Chaque théorie scientifique est un outil provisoire destiné à être remplacé par de nouveaux outils plus précis. Merci d'avoir regardé notre vidéo, on l'a écrite avec Joseph et montée avec Andreas. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne et pensez à vous abonner. À la prochaine!